Je pense que cette question migratoire, comme tous les autres sujets, industriels, tout le reste, ne pourra être réglée que si on a un pays souverain. Et ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec Éric Zemmour. On a déjà eu le débat. Il est totalement illusoire pour moi de croire qu'on pourra résoudre et maîtriser quoi que ce soit si on n'a pas les instruments de la souveraineté pleine et entière. Voilà. C'est-à-dire quitter la CEDH, quitter Schengen, quitter l'Union européenne. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Patriotes et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le studio de VA+. Merci donc d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Si vous voulez bien, on aimerait bien faire un entretien en deux temps. D'abord revenir un petit peu sur la période que nous vivons actuellement, avec notamment ces manifestations contre le pass sanitaire. Et dans un deuxième temps, on se projettera sur l'année 2022 et la présidentielle qui s'avance. Ok. Samedi, pour la 8e semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Selon les chiffres officiels de la police, 141 000 opposants au pass sanitaire se sont réunis un peu partout en France. Un chiffre en baisse depuis 4 semaines, note la police. Est-ce qu'il faut y voir un affaiblissement, un essoufflement du mouvement, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en désaccord avec cette impression et ces chiffres qui sont donnés de ces manifestations ? Alors d'ailleurs, c'est 141 494, je crois. Très précisément. Il faut être précis. Ah oui, il compte à l'unité près quand même. et à Paris, 18 432. Alors en fait, à Paris, moi je manifeste à Paris. Tous les samedis, je suis à Paris pour la manif nationale. Bon, à Paris, c'est difficile de suivre cette tendance, puisque même le préfet de police l'allemand a dit que ça va augmenter par rapport à la semaine précédente. Il est passé de 14 000 à 18 000. Bon, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça ne s'essouffle absolument pas. Parce que, vous savez, moi, je manifeste depuis 42 semaines. 8 semaines, c'est depuis l'allocution de Macron le 12 juillet, mais moi, j'y suis depuis le 24 octobre, toutes les semaines, sans exception. Donc, il y a beaucoup d'endroits où on est déjà allé manifester. Parce que dans Paris n'est pas très grande, en fait. Donc, on finit par se retrouver sur les mêmes places, on peut faire les discours aux mêmes endroits. Donc, je peux maintenant comparer. Vous voyez, j'ai un peu la jauge dans la tête. Je vois quand est-ce qu'il y a foule, surfoule, un peu moins de monde, un peu plus de monde. Et honnêtement, là, ce 4 septembre, moi, j'ai jamais eu autant de monde. Ça, j'en suis absolument certain. Absolument certain. Donc cette histoire d'essoufflement, quand je vois les images aussi venant de 200 communes de France, on voit quand même des cortèges honnêtement fournis, denses, nombreux, je crois pas du tout que ça s'essouffle. Moi je crois pas du tout. Ah ouais. J'y crois pas une seconde. Et qu'est-ce qu'elles traduisent ces manifestations contre le pass sanitaire, selon vous ? Je crois qu'elles traduisent un esprit très français, parce que c'est très français. Il y en a un peu dans d'autres pays, mais c'est pas aussi puissant, qui est heurté par quelque chose. En fait, ce qu'on a vu, c'est que ça a explosé numériquement après l'allocution de Macron le 12 juillet, où il annonce donc, l'extension du pass sanitaire aux activités de la vie quotidienne, les restaurants, etc., et l'obligation vaccinale pour certaines professions. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a quand même plein de gens dans notre pays qui sont quand même de tradition libérale, c'est-à-dire au sens, ils sont attachés à leur liberté publique, leur liberté individuelle. On est quand même à la base, normalement, un pays de liberté, qui sont par ailleurs attachés à ce qu'en France, ça c'est très français, il y a quand même une certaine égalité des droits. Il n'y a pas deux catégories de citoyens en France, quoi. Ça heurte l'esprit français, c'est pas nous. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu que ça a commencé à s'enflammer, quoi. Et moi, je crois que ceux qui comparent aux Gilets jaunes se trompent un peu, même se trompent pas mal, à mon avis, parce que ça heurte des valeurs très profondément ancrées. Et c'est pour ça que vous avez un éventail socio-professionnel, social, extrêmement ouvert dans ces manifestations. Moi, je suis beaucoup plus qu'aux Gilets jaunes. Moi, je suis surpris, je ne le suis plus maintenant parce que je les vois depuis pas mal de semaines, mais j'étais surpris au début de voir vraiment beaucoup de chefs d'entreprise, d'avocats, de médecins, de professeurs de médecine, même des gens un peu connus qui se cachent un peu, etc., mais qui sont là parce qu'ils sont heurtés, parce qu'ils manifestent pour quelque chose. Et puis à côté, je les vois manifester avec une aide-soignante, avec un étudiant précaire, avec des retraités qui franchement roulent pas sur l'or, avec des ouvriers, avec des gens aussi qui ont fait les gilets jaunes, et plein de jeunes, beaucoup de femmes aussi, beaucoup de mamans. Et ça, je me dis, qu'est-ce qui peut réunir une foule aussi hétéroclite ? C'est forcément des valeurs. Ouais, c'est pas catégoriel, c'est pas une cause économique, sociale, ça. Non, c'est vraiment des valeurs. Et je crois qu'il n'y a aucune raison qu'en fait, à un moment, ces gens-là renoncent à leurs valeurs. C'est pour ça que le gouvernement, en essayant de faire croire à un essoufflement,
se trompe lourdement. Je ne sais pas s'il le sait, je pense qu'il le sait que ça ne s'essouffle pas en fait. Mais il n'y a pas de raison que ça s'essouffle en réalité. Surtout que ce qu'on nous annonce pour les semaines et les mois qui viennent, c'est plutôt une accentuation de cette folie. Qui a commencé d'ailleurs bien avant l'allocution de Macron. Hein. Moi, si je suis dans la rue depuis le 24 octobre, c'est parce que le pass sanitaire, c'est la continuation des restrictions de liberté, d'une politique complètement folle. Il y a quand même un changement qui s'est opéré avec l'introduction de ce pass sanitaire. Ouais. C'est-à-dire que les Français ont été quand même dans une acceptation assez massive, ou en tout cas dans une docilité à l'égard des mesures de contraintes qui leur étaient imposées. Et le pass sanitaire a coïncidé quand même avec un réveil, un sursaut chez beaucoup. Oui, il y a le réveil d'une minorité, il faut être clair. Ouais. On regarde les sondages. Moi, je n'ai pas de raison de penser que les sondages truquent leurs chiffres. Je les connais trop pour dire ça. En gros, on dit voilà, il y a 35% des Français qui sont contre, il y a 65% des Français qui sont pour. Mais en fait, c'est pas ça. À part quelques hystériques qui vont vous mettre 2 seringues, I love Macron sur leur profil Twitter, vous les connaissez tous, les hystériques du covidisme, ils adorent tout ça, ils adorent le confinement, ils adorent le pass sanitaire, mais ça c'est tout petit numériquement. Ces gens-là, ils adhèrent par idéologie. Mais sinon, la grande masse des gens qui vont vous répondre dans les sondages qui soutiennent, c'est ce que j'appelle des suivistes aujourd'hui. C'est des gens, c'est pas qu'ils sont fans du pass sanitaire, c'est qu'on leur dit à la télé que c'est bien pour la santé, pour leur santé, qu'il n'y a pas d'autre choix, et donc ils disent bon bah d'accord, je le fais. En revanche, ceux qui sont contre, ça c'est de l'opinion dure, si vous voulez. C'est des gens prêts à se mobiliser, à revenir tous les samedis. Ils font pas que ça d'ailleurs, il y a des grèves de soignantes, il y a des grèves de pompiers, il y a des boycotts, y compris par des gens qui sont vaccinés mais qui sont contre le pass sanitaire. Boycott de tous les lieux, tous les événements qui demandent le pass sanitaire. Il y a des recours en justice. J'ai vu que la Cour de justice de la République se plaignait parce qu'elle était envahie. S'inquiétait du nombre de... Voilà. Elle était inondée d'un tsunami de milliers de plaintes. François Molins s'en est inquiété. On se demande si la prochaine étape, ça va pas être d'interdire aux gens de porter plainte, tout simplement. En tout cas, de restreindre sérieusement le système. Mais ça veut dire que c'est des gens ultra mobilisés. Donc en fait, cette histoire de minorité-majorité, c'est pas grave. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mon discours le samedi dernier. Je leur ai dit, vous n'êtes pas la minorité, vous êtes l'avant-garde. Ouais. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous évoquez justement ces sondages, et notamment celui de Doxa, qui montrait qu'il y avait 67% des Français qui étaient favorables au pass sanitaire. Ce qui est intéressant quand on regarde plus dans le détail ce sondage, c'est qu'on voit quand même, alors même si vous évoquez tout un éventail de gens en âge, en profession, il y a vraiment un hiatus générationnel entre la génération des boomers et puis les plus jeunes. C'est assez frappant pour vous, j'imagine. Ouais, c'est plutôt rassurant en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que la jeunesse est majoritairement contre ce pass sanitaire, ce qui est quand même ultra rassurant sur ses valeurs. Si les jeunes, si à 20 ans on est pour ça, c'est triste. Ouais. Comment on peut être pour ça ? À l'âge des libertés, à l'âge où quand même on a quand même encore des idéaux, à l'âge où on n'a pas envie d'être calfeutré chez soi parce qu'on a peur d'un virus. Si vous voulez. Alors bien sûr, les risques de mortalité vis-à-vis du Covid, tout ça peut s'expliquer aussi comme ça. Bien sûr qu'à 20 ans, on risque quasiment rien avec le Covid. À 80 ans, c'est une autre affaire. Et donc en fait, mais derrière ça, moi si vous voulez, j'y vois, je pense que Macron les voit tout autant que nous, voire plus que nous, ces sondages. Moi j'y vois aussi le signe d'un cynisme terrible de la part d'Emmanuel Macron, qui sait quels sont les publics qui vont voter encore aujourd'hui, qui vont aux urnes, personnes âgées. Les personnes âgées ont le sentiment, très majoritairement, d'être protégées par Macron depuis le début de cette crise. Par les confinements, par le vaccin, par le pass sanitaire, par le masque, etc. etc. Et là, en réalité, ils leur livrent sur un plateau ce qu'elles attendent. C'est une espèce de surprotection, qui est d'ailleurs illusoire. Hein. Surprotection ce qui leur vend, en tout cas. Sacrifiant une jeunesse qui... Sacrifiant une jeunesse, bien sûr, et sacrifiant tout. Ouais. Sacrifiant un pays, l'accablant de dettes, faisant tomber des secteurs entiers, sacrifiant nos libertés, sacrifiant même les enfants. Il y a plein d'enfants en dépression qui vont pas bien, qui n'arrivent pas à apprendre correctement la langue parce qu'il y a ce masque en permanence, même dès la crèche, sur la bouche des adultes, etc. Enfin, il y a plein d'histoires derrière tout ça, c'est une catastrophe. Mais il offre un sentiment, un faux sentiment pour moi d'ailleurs, de surprotection à un électorat. Et il est évident qu'il raisonne comme ça. Et en fait, on se dit, c'est ultra cynique. Bon, on n'est pas surpris, parce que Macron est un personnage très cynique, terriblement cynique, qui est prêt à sacrifier beaucoup de choses du bien commun pour sa personne. Comment vous réagissez justement, vous parlez d'Emmanuel Macron, de son cynisme, comment vous réagissez à
à la communication du gouvernement, d'Emmanuel Macron, vous prenant désormais pour cible, puisque vous êtes devenu l'une des figures de ce mouvement anti-pass sanitaire. C'était Olivier Véran récemment qui parlait de vous en disant que vous étiez une hyène de la vie politique et que finalement vous profitiez de cette crise sanitaire pour vous refaire une santé politique. Qu'est-ce que vous leur dites et en quoi ils se trompent dans leur analyse à votre encontre? Mais moi, je leur dis une chose simple. Attendez, vous dites qu'on est en démocratie. Vous pensez que j'ai raison, que je n'ai pas du tout la même opinion que vous sur le sujet. Vous me désignez comme un des opposants principaux. Vous avez raison. Parce qu'effectivement, objectivement, on est là depuis très longtemps. On a une antériorité dans le combat. On a une solidité. Eh bien, débattons. Si on est vraiment en démocratie, ça se résout comme ça, ce problème. Ça se résout pas à coup d'insultes ou en traitant son adversaire de hyène. Je veux dire, c'est quand même d'un tout petit niveau, quoi. Donc moi, j'ai proposé publiquement à Olivier Véran un débat, mais public. Attention, hein, je regarderai aussi les conditions d'organisation. Hein. Pas trois journalistes macronistes qui lui laisseront le tapis rouge. Non, un débat à égalité de temps de parole, sur Internet ou à la télé, on s'en fiche, public. Il a été interrogé 4 jours plus tard, dans C'est à vous, je crois, sur France 5, sur ce débat, il a refusé. Donc, qu'est-ce qu'il craint? Si ses arguments sont si bons, s'il est si sûr de son fait, si vraiment sa stratégie est la bonne, il n'a rien à craindre, il va m'écraser. Vous voyez? Si vraiment il considère que depuis 18 mois, il gère magnifiquement cette crise, et que les solutions qu'il a pour maintenant et demain sont les bonnes, il va m'écraser. Alors j'imagine qu'il va me sortir les études, les arguments imparables, etc. Ou pas. Ou alors il sait qu'en fait, il n'a aucun argument. Donc, il a l'insulte. Je suis obligé de vous poser la question, même si vous avez déjà répondu Si, je dis que je prenais n'importe quel ministre en débat, il n'y a aucun souci. Vous avez déjà répondu 1000 fois à cette question, mais qu'auriez-vous fait de différent du gouvernement du début de la crise à aujourd'hui? Quelles sont les erreurs majeures qui ont été faites? Alors, moi, je ne leur en veux pas au tout début, je vais vous le dire clairement, parce qu'on se prend ce virus que personne ne connaît, ça vient de Chine, puis à l'Italie d'abord, hein, qui est très touchée, puis la France, et on ne sait pas trop, et donc au tout début... On tâtonne, ok, je veux bien. On est dans le mimétisme finalement de la Chine. Et tout le monde était un peu en panique à l'époque, il faut quand même être honnête, etc. Donc moi, je suis pas complètement, je suis pas déconnecté de la réalité. Même je participais aux réunions à l'époque à Matignon, parce que j'étais convoqué comme chef de parti. J'étais dans un dialogue constructif avec eux. Bon, très bien. Mais ça, c'est quelques semaines. Après, on apprend. On apprend sur ce virus très vite. On apprend sur ce que sert en termes de politique sanitaire le confinement ou pas. Et puis on apprend aussi des exemples étrangers parce que tous les pays n'ont pas suivi la même stratégie. Il est très intéressant de regarder très rapidement, de faire une comparaison internationale. Ce qu'ils n'ont jamais fait ou ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc moi, ce que j'aurais fait très rapidement, c'est un état d'esprit, pas le même, pas de crise de nerfs, pas d'hystérie, pas de comptabilité tous les soirs de M. Salomon à la télévision pour vous annoncer le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de morts. Je pense que c'est absolument anxiogène, absolument inutile en plus en termes de santé publique. Ou alors il faut donner le nombre de morts tous les jours en France, 1700, 1600, ça dépend des mois. Il y a une tyrannie des chiffres d'ailleurs. Oui, mais qui sert à rien. En fonction de ceux qu'on présente et qu'on Bien utilise. sûr, puis on change d'indicateur, quand il y en a un qui marche plus, on le met à la poubelle, on change, on prend un autre, enfin tout ça. Et puis j'aurais misé beaucoup plus sur le traitement. Puisque dès le début, il y a des médecins, y compris des gens renommés. Le professeur Raoult, alors je veux bien qu'on le fasse passer aujourd'hui pour un guignol et un charlatan, enfin c'est quand même complètement délirant cette affaire. C'est quand même quelqu'un qui qui arrive en fin de carrière, qui a une réputation nationale et mondiale. Et qui a laissé sa trace dans beaucoup d'écrits de grande renommée. Donc tout ça, il a plus rien à prouver. Donc si vous voulez, si lui et d'autres disent qu'il y a des traitements pour éviter l'hospitalisation, des traitements précoces, qui est le chaînon manquant, il faut les étudier, il faut en tenir compte. Donc j'aurais fait ça, j'aurais très vite vu que la Suède, à qui avait été promis l'horreur par M. Ferguson, le papa des confinements, je rappelle qu'il avait annoncé, si la Suède ne se confine pas, il y aura 100 000 morts en Suède. 400 000 pour la France, etc. Bon, la Suède, aujourd'hui, elle est toujours très, 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 très loin des 100 000 morts. Et elle n'y arrivera pas, manifestement. Et là, en ce moment, ils ont entre 0 et 1 mort par jour, depuis des mois. Et ça se voyait très vite, en fait. On aurait pu le voir très vite. Donc, si vous voulez, j'aurais géré comme ça. Et j'aurais, au lieu de fermer des lits pendant l'épidémie, comme il a continué de le faire, j'en aurais plutôt rouvert. Autre chose, par exemple, dès le mois de mars, moi je me souviens d'avoir entendu, comment il s'appelle, Raoult dit il faut absolument que les gens disposent chez eux de doxymètres, vous voyez, pour mesurer leur saturation en oxygène. Ça coûte rien, ça se trouve en pharmacie pour 2 €. Bon.
Et chacun devrait en avoir, voilà, parce que c'est un indicateur très important. Parfois, vous ne voyez pas que vous êtes en fait en souffrance respiratoire. Et Véran en a parlé 1 an plus tard. Alors, il aurait écouté celui qui ne voulait pas écouter dès le mois de mars 2020, peut-être qu'il aurait sauvé des milliers de vies, vous voyez. Donc, je sais pas, j'aurais pris les choses tout simplement de manière assez normale, sans drame, une maladie sérieuse qu'il faut gérer, on connaît les publics vulnérables, et on reste dans le sanitaire. Mais eux, ils sont partis complètement dans le délire, dans l'hystérie, dans la crise de nerfs, dans l'entretien de la peur, et ils ont réussi, c'est ça qui est très grave, à mettre dans la tête des gens qu'une politique de restriction de liberté, c'était une politique sanitaire. Et ça, moi, depuis 42 semaines, maintenant 43 que nous manifestons, j'essaie de casser ce signe d'égalité. Il faut sortir ça de la tête des gens. Parce qu'une fois qu'on a mis ça dans la tête des gens, on peut aller jusqu'au bout. Toutes les folies sont permises. Il n'y a pas de limite. Vous lisez le rapport du Sénat de juin dernier, là, j'en ai fait une vidéo, qui s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques ». Allez le lire. Ils ont une imagination sans limite. Quand il s'agit de vous contrôler, de vous surveiller, bracelet électronique pour les cas positifs, reconnaissance faciale, etc., etc. Donc si vous voulez, il faut casser cette égalité parce qu'elle peut nous mener à des choses absolument infernales et horribles. Vous avez l'impression, le sentiment ou même l'intime conviction qu'on va dans une période toujours plus de surveillance, ce que vous décrivez de ce rapport du Sénat et des politiques qui ont été mises en place avec le pass sanitaire, vous avez l'impression qu'on entre dans une ère de la surveillance, de la contrainte toujours plus invasive. Ah mais clairement. Une fois qu'un gouvernement a mis le doigt là-dedans, il ne peut pas de retour en arrière. Il peut plus s'arrêter. Si. Sauf à changement. Mais quand on aura renversé la table et qu'on aura changé de paradigme complètement. Mais ça, c'est à nous, peuple souverain, de le décider. C'est pas eux, c'est pas Véran et Macron qui un jour vont se dire en fait, d'un coup, on va respecter vos libertés. Non. Mais il y a même presque pire que ça. Ils ont. Là, avant de venir, je lisais une information, le PDG d'une boîte qui met en place le pass sanitaire, et il va s'en vanter d'ailleurs sur BFM TV, alors que c'est illégal dans sa boîte. Ce n'est pas une boîte de salariés en contact du public. Mais il dit, alors certains avocats lui disent attention, c'est un délit pénal, vous allez avoir de gros problèmes. Il dit j'assume parce que je mets la santé avant tout. Et donc, si le 1er octobre mes salariés n'ont pas le pass sanitaire, salaire suspendu, puis ils seront virés. Et ça, je me suis dit, on le voit bien même depuis l'affaire du masque, on a fait prospérer, on a été chercher le pire de l'être humain dans cette crise. Vous savez, le syndrome du petit chef, le syndrome du petit tyran. Cette dame qui dans la rue va vous dire votre masque, enfin, du temps où il était obligatoire à l'extérieur, ou dans le train par exemple, mettez-le bien au-dessus du nez, qui se permettent de dire des choses comme ça, qui sont contents de grappiller un petit pouvoir, ou peut-être Dieu merci, beaucoup ne sont pas comme ça, mais ce serveur qui, en arrivant dans un resto, va être très heureux de pouvoir scanner votre QR code de passe sanitaire. Alors, ça risque pas de m'arriver, moi je boycotte. Mais vous voyez, il y a ça, ce petit plaisir, ce petit pouvoir sur les autres. Et ça, on l'a fait naître et on l'a fait prospérer. Les voisins qui appellent la police parce qu'il y avait des fêtes clandestines chez leurs voisins. Il y en a eu plein, ça. Vous voyez, une horreur en fait. Une société infernale. Mais c'est comme ça que fonctionnent les sociétés totalitaires. Alors on va dire c'est un grand mot. Pas tant que ça, parce qu'il y a plein de modèles possibles. Le totalitaire, c'est quand l'État veut être total dans votre vie, contrôler tout. C'est pas autre chose. Une police ne suffit pas. Il faut par ailleurs que les citoyens se surveillent et se dénoncent les uns les autres. C'est comme ça que ça tient pendant des années et des années. Sinon, ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas faire tenir une société comme ça par simplement un appareil policier. Il faut que chaque citoyen devienne le policier de son voisin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont fait naître chez beaucoup de Français. Et ça m'inquiète prodigieusement. Beaucoup plus que tout le reste. Vous parlez de dictature sanitaire. Quand certains vous répondent que c'est obscène que d'en arriver à ce genre de comparaison, qu'est-ce que vous leur répondez et en quoi justement cette période pour vous a tout des caractéristiques d'une dictature? En fait, je m'en fiche quand ils me disent ça, et c'est pas ça qui va me faire reculer. Je m'en fiche, je vais vous dire complètement. Mais au-delà du fait que oui, je vais répondre sur le fond. Mais voilà. Non, mais parce que je rentre pas, si vous voulez, je ne soumets pas à ces pressions.
de gens qui voudraient qu'on ne parle pas d'apartheid quand il s'agit du pass sanitaire. J'assume. S'ils ne savent pas ce que c'est que l'apartheid, ils ouvrent un dictionnaire Larousse et comprendront. C'est pas que l'Afrique du Sud, hein, l'apartheid. C'est un nom commun. Hein. Bon, 2 systèmes de droit différents pour des catégories de citoyens dans le même pays. Dictature sanitaire ou tyrannie sanitaire. En fait, tyrannie est plus adapté, si on veut. Enfin, dictature est peut-être plus grand public, plus compris, plus employé. Donc ça ne me dérange pas du tout. Bah écoutez, qu'est-ce que c'est que la tyrannie? C'est le règne de l'arbitraire quand il n'y a plus de contre-pouvoir avec effacement de l'état de droit, d'une part. Et d'autre part, ça peut être effectivement, dans la vie de tous les jours, des comportements choquants de la part de l'appareil d'État. Première partie, bah oui, vous avez Macron qui apparaît à la télévision le 12 juillet pour dire ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, vous avez certes un processus parlementaire qui a eu lieu, très bien, une loi a été votée. Vous avez eu le contrôle du Conseil d'État avant, le contrôle du Conseil constitutionnel après, très bien, ça a été respecté. Mais il se trouve qu'à la toute fin, puis un débat normalement politique et médiatique, il a eu lieu à peu près, mais à la toute fin, il se trouve qu'on a quand même exactement ce qu'avait annoncé Macron le 12 juillet, à la virgule près. Ça veut dire que tous les contre-pouvoirs N'existe plus. N'ont servi à rien. Ni parlementaire, ni médiatique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ni judiciaire. On a un Conseil constitutionnel et un Conseil d'État qui sont lamentables depuis le début de cette affaire, complètement soumis. Quand on sait le mode de nomination et de carrière de ces gens-là, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a de la consanguinité à tous les niveaux. C'est une catastrophe. Et ça, il va falloir donner un grand coup de balai. Si vous voulez, de manière systémique, ça ne peut pas fonctionner en réalité. Le Conseil constitutionnel, on s'en doute bien. 3 nommés par le président, 3 par le président de l'Assemblée et 3 par le président du Sénat. À la fin, vous avez 9 copains. Et puis, le Conseil d'État, bah, vous avez des gens... vous savez, beaucoup de conseillers d'État, c'est des gens qui ont fait toute leur carrière, par exemple, comme préfet. À 62 ans, juste avant la retraite, ils sont nommés en Conseil des ministres au Conseil d'État. Vous croyez qu'ils vont mordre la main de ceux qui viennent de les nommer pour les 3 ou 4 dernières années de leur carrière? Bien sûr que non, ils vont être d'une extrême docilité, mais c'est eux qui ont le pouvoir au Conseil d'État. C'est pas le jeune maître des requêtes. Donc si vous voulez, tout ça va pas. Et puis les comportements choquants, moi j'ai pas oublié qu'au réveillon dernier à Noël, l'État m'a quasiment dit ce que je devais manger pour Noël. Avec qui je devais être, combien de personnes dans mon appartement, combien de minutes je devais ouvrir la fenêtre. Voilà, je veux dire, on m'expliquait même que la salière, il fallait la prendre. Si ça, c'est pas une dérive totalisante et dictatoriale, je sais pas ce que c'est. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Samedi, dernière manif. Nous, on a des badges pour nos manifs. Hein. On avait un badge Chloroking. Bon, le petit jeu de mots, soutien au professeur Raoult, avec une tête de Raoult. Un militant, une personne un manifestant quitte la manifestation, traverse un pont à Paris, se fait arrêter par la police. Tout ça a été filmé. Je l'ai mis sur mon Twitter. On me l'a envoyé, je l'ai mis, filmé par son camarade. La police, 5 policiers qui l'arrêtent, en disant vous n'irez pas plus loin tant que vous n'aurez pas retiré votre badge. Mais de quel droit et selon quel texte? C'est évidemment illégal. Et alors, le manifestant a eu la présence d'esprit de dire aux policiers c'est illégal, quel est votre texte? Il dit je ne sais pas, ce sont les consignes que j'ai. Et tant que vous n'aurez pas enlevé, je ne vous laisserai pas passer. Mais ça, si c'est pas une dérive, si c'est pas le règne de l'arbitraire contre l'état de droit, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez bien que... Et ça, des exemples comme ça, plus ou moins graves, j'en ai plein. Dans le descriptif que vous faites de la faillite des contre-pouvoirs, j'ai noté votre tacle à l'égard des médias. Votre premier tacle, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Quel regard justement vous portez sur la manière dont les médias retranscrivent ces manifestations auxquelles vous prenez part, et plus généralement sur la manière dont les médias ont traité de cette crise sanitaire? Sur les manifs, il y a eu les premières semaines, alors pendant très longtemps, elles n'ont pas été, les nôtres n'étaient pas ou très peu médiatisées. On a eu de temps en temps un journaliste, bon, elles n'avaient pas la même taille, mais bon, il y avait quand même quelques milliers de personnes, mais jamais on a eu le droit, très très rarement, à la couverture. Donc ça, je le mets de côté. Mais après, quand c'est devenu vraiment imposant à partir l'introduction du pass sanitaire, exactement, du mois de juillet, juillet-août, de la première, d'abord, très vite, ils se sont calés sur, on a trouvé des objets ou des pancartes inadmissibles dans les manifestations. Pour disqualifier le mouvement. Et ils ont fait ce qu'on appelle un amalgame, c'est-à-dire qu'ils trouvent une pancarte que moi personnellement j'ai pas vue, parce que quand vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'ailleurs souvent c'était même pas dans nos manifs à nous ou une autre, peu importe, on a trouvé une pancarte effectivement pas admissible, idiote, etc. Donc tout le mouvement est pourri.
Donc tout le mouvement, c'est des antisémites, des fachos, des idiots, des antivax, des machins, des trucs comme ça. Bon. Alors, ce sont normalement les professionnels de l'anti-amalgame qui, là, ne sont absolument pas gênés de faire un amalgame monstrueux. Après ça, ils ont un peu arrêté. Depuis 3 semaines, on n'a plus trop ça. La couverture n'a pas forcément d'ailleurs été catastrophique, très honnêtement, parce qu'ils cherchent, mais ils n'ont pas grand-chose à dire, parce que honnêtement, ça se passe extrêmement bien. C'est même très, très sympathique. Je pense que leur stratégie dans les semaines à venir, ça va plutôt être le silence, de plus en plus. En disant, comme il y a de moins en moins de monde, on couvre plus. Ça a un petit peu commencé déjà. Ils méritent pas, etc. Alors que vous aurez remarqué que la manif des pro-pass à Lyon, il y en a une, ils étaient 50. On l'a vu par des vidéos d'anonymes. Là, vous aviez toute la presse. Et d'ailleurs, elle était organisée par un journaliste indépendant. Donc il a fallu aller chercher un journaliste pour faire une manif pro-pass, et ils étaient 50. Mais ils avaient toute la presse avec une interview hyper sympathique sur France Info. Voilà. Bon, là, c'est quand même flagrant. Et depuis le début de la crise, ils sont dans le suivisme. Ils sont dans Moi, j'ai des débats extrêmement durs sur les plateaux. Ils sont extrêmement, extrêmement agressifs. C'est pas très grave. Moi, si vous voulez, je réponds, j'ai des arguments. Et puis la dernière mode depuis 2 mois, c'est vous dire est-ce que vous êtes vacciné? C'est la question. Comme si, là en l'occurrence je ne le suis pas, mais si je l'étais, comme si je l'étais, je n'aurais pas la même opinion. Ouais. Et vous voyez, et en plus on va sur un terrain très personnel, c'est très bizarre en fait. Moi je suis choqué par la manière dont la presse, pas dans son intégralité, parce que ça serait idiot de mettre absolument 100% des journalistes dans le même sac, ça n'a pas de sens. Mais globalement, le traitement par les grands médias, il est macroniste, suiviste et propagandiste. C'est-à-dire qu'en fait, il n'informe plus, mais qu'il se contente d'épouser la communication du gouvernement et ce faisant font la propagande. Quoi. Puis systématiquement. Enfin, je veux dire, à un point... vous ne pouvez pas dire un argument sans qu'immédiatement ils se sentent obligés de donner la thèse gouvernementale. Mais dans la même phrase, ils ne vous laissent même pas finir votre phrase. Encore une fois, c'est pas à 100%. J'ai aussi fait des débats intéressants, il faut le dire, avec des questions pertinentes, mais c'est quand même très majoritaire. Enfin, Dieu merci, à côté, vous avez maintenant un écosystème de réseaux sociaux et de médias indépendants qui sont, eux, de très très bonne facture sur cette crise et qui permettent de dire beaucoup de choses. Et qui en fait travaillent beaucoup plus, parce que vous avez des questions beaucoup plus intelligentes. C'est une parenthèse, mais qu'est-ce que ça vous a pu vous inspirer de voir Emmanuel Macron se livrer au jeu d'influenceurs, Gabriel Attal également s'est prêté à ce même genre de format. Qu'est-ce que ça dit de la politique, de la manière de communiquer ou d'utiliser ces influenceurs? Est-ce que c'est pas finalement, par ricochet et en creux, une manière de mépriser aussi les médias qui finalement font la même chose que les influenceurs dans la mesure où ils ne font que reprendre la parole du gouvernement? Oui, on peut le voir comme ça. On peut aussi le voir comme une politique qui s'abîme. Ouais. Le gaulliste que je suis, vous imaginez bien que je ne vais pas adorer de voir le président de la République française en t-shirt se prendre en selfie comme ça et ensuite faire des trucs avec McFly et Carlito. J'ai rien contre McFly et Carlito, je ne suis pas leur public, je m'en fiche en fait, mais j'ai rien contre eux. Par contre, j'ai contre Emmanuel Macron qui en fait les utilise, enfin c'est un jeu entre les deux évidemment, mais et dégrade, abîme à un point encore jamais vu la fonction présidentielle. Attal, il y en a plein qui ont fait ça. Mais je vais un chouïa plus loin. Pour moi, ça pose le problème en fait d'un pays qui n'a plus sa souveraineté, je vais vous dire. Donc on a une espèce de classe politique qui est une faune de communicants qui n'a plus rien à faire parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de toute façon. Donc ils n'ont plus qu'à chercher la dernière tactique de com, à faire le pitre ou l'idiot le plus possible pour passer dans tous les réseaux possibles. Et pendant ce temps-là, le pays n'est pas gouverné. Enfin, il est gouverné ailleurs en fait. Les choses sérieuses sont faites, mais elles sont faites ailleurs. C'est ça que ça m'inspire. Quand on a un capitaine, un vrai gouvernement qui a des choses très sérieuses à gérer, normalement en ce moment on a quand même des choses très sérieuses à gérer et pas que la crise sanitaire, hein. Il y a plein d'autres choses. Hein. Ils n'ont pas le temps de faire ça d'abord. Et puis ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est le signe aussi d'un effondrement de la vie politique française parce que la souveraineté est partie. Plus elle partira, plus on aura un niveau faible. C'est ce qui est tout à fait logique. Il arrive pourtant que, presque par effraction, parce qu'en tout cas on en est presque étonné, en tout cas,
que certains journalistes, je pense notamment à Patrick Cohen récemment sur France 5, en arrivent à accepter certaines réalités, en tout cas qui sont celles que vous partagez, qui sont une sorte de remise en cause du fantasme que le vaccin nous protégerait absolument et permettrait de vaincre cette pandémie, devant un ministre de la Santé assez sonné devant... Il s'attendait à autre chose. Il s'attendait à autre chose. Ouais. Voilà, il y a quand même quelques espaces d'honnêteté ou de... Alors, on va voir. Sur Patrick Cohen, c'est à vous. Effectivement, il a eu une sortie, mais vous avez vu qu'immédiatement, la chaîne YouTube de C'est à vous a retiré l'interview, Ouais. a retiré l'émission. C'est incroyable. Ça fait que moi, j'ai pris le passage, je l'ai mis sur tous Oui, mes mais réseaux. on la retrouve sur le site de France 5 en replay, il n'y a pas eu de... Ah bah quand même de la chaîne YouTube officielle. Ouais. C'est quand même pas rien. On verra ce que dira. Est-ce que Patrick Cohen va reprendre la parole dans son émission pour dire je me suis mal exprimé et en fait faire un espèce de mea culpa, ce qui est à mon avis le plus probable, ou est-ce qu'il va assumer d'avoir effectivement compris un truc, et là ce sera très bien et ce sera à mettre à son crédit. On verra. Le professeur Raoult, vous en avez beaucoup parlé pendant cet échange, explique volontiers que l'un des sujets qui devrait être prioritaire pendant cette campagne présidentielle est celle des conflits qui concernent les conflits d'intérêts. J'imagine que vous êtes d'accord avec lui sur cette thématique. C'est un sujet, ça ne concerne pas que la santé, mais la santé, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement concerné parce que c'est probablement là où il y a le plus d'argent qui circule en fait, ce qui est logique. Vous savez, le budget de la Sécu, c'est beaucoup plus important que le budget de l'État en France. C'est un sujet crucial dans cette crise, on le voit bien. Les liens d'intérêt qui peuvent se transformer en conflits d'intérêt, et même Raoult a le courage de parler de corruption aussi. Il faut en parler. C'est le président mexicain qui faisait une conférence de presse fin juillet et qui disait, vous savez, il a raconté comment ça se passe. Il a dit, les grands labos m'ont dit 3e dose. Allez-y, il faut la 3e dose. Et lui, il a dit, mais j'avais une pression incroyable. Et j'ai refusé, je n'ai pas de base scientifique pour faire ça. Et puis il a ajouté, et puis derrière, on me dira quoi, la 4e, la 5e? Il avait vu juste, puisque Israël vient d'annoncer la 4e. Donc si vous voulez, derrière tout ça, il faut là aussi nettoyer les écuries d'Augias. Il y a manifestement conflit d'intérêts, c'est une évidence. Ces médecins de plateau de télé qui ne donnent pas leur lien d'intérêt quand ils passent à la télévision, ce qui normalement est la loi, ils ne le font pas. Or, on sait, on creuse, on cherche, il y en a plein, ils en ont beaucoup. La corruption, c'est à mon avis un sujet énorme. Ce qui est impressionnant d'ailleurs là-dessus, c'est qu'avant le Covid, vous aviez des reportages dans la presse grand public. Moi, j'ai retrouvé des reportages sur des grandes chaînes, dans des grands magazines, etc., qui parlaient de l'industrie pharmaceutique comme l'une des plus corruptrices du monde. Ce qui n'est pas un fantasme complotiste. C'est documenté. Il y a eu un rapport de la Chambre des communes là-dessus, au Royaume-Uni, un rapport du Sénat, il y a un rapport de l'Assemblée générale de l'ONU là-dessus, il y a des ONG, Transparency International, etc., qui ont bossé là-dessus. Et donc ça, c'était à peu près dit, on pouvait en discuter. Mais maintenant qu'on est ultra concerné, on est dans une crise sanitaire avec ces gens-là qui sont des acteurs premiers, Pfizer, etc., qui sont des boîtes qui ont été condamnées dans le passé. Je ne dis pas qu'elles sont en train en ce moment de corrompre, je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, c'est pas aberrant de au moins s'interroger ou de mener l'enquête. Un journaliste d'investigation, il aurait des belles choses à faire quand même en ce moment, normalement. Genre, je vois rien. Eh bien, en ce moment, vous n'avez plus le droit d'en parler. Si vous en parlez, vous êtes complotiste. C'est quand même délirant. Et effectivement, Raoult, il a le courage de dénoncer ça. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ça, plus le fait qu'il s'est accroché au traitement et qu'il n'a jamais accepté de dire que le vaccin était la baguette magique, ça lui coûte sa place, c'est évident. Vous serez jeudi à Marseille, vous manifesterez devant l'IHU de Marseille. Pourquoi ce soutien au professeur Raoult, en dépit peut-être de différences politiques, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le soutenir dans la période? Différences politiques sûrement, et en fait je m'en fiche. Je ne cherche même pas à le savoir. Vous savez, moi je l'ai rencontré, j'avais visité l'IHU en avril, j'avais eu la chance de passer 1 heure avec lui dans son bureau et discuter de ce qu'il faisait à l'IHU, de la manière dont il voyait la crise. Je ne me suis pas intéressé à ses convictions politiques, et on sait très bien, les choses sont très claires. Pourquoi ? Parce qu'il le mérite d'abord. Parce que le sort qui lui est fait par l'AP-HM, les hôpitaux de Marseille, est absolument indigne. Et le fait que Véran n'assume pas, en osant dire à la télé, il est juste rattrapé par la limite d'âge, jouant sur une confusion qui est pas bien, sur une ignorance. Oui, il est rattrapé par la limite d'âge pour ses fonctions universitaires, mais pas du tout pour la direction de l'IHU. Dans les statuts de l'IHU, il n'y a pas de limite d'âge.
Et Véran le sait. Donc il n'assume même pas. Alors la PHM localement, elle assume. Elle dit c'est parce qu'il n'a pas la bonne position sur le Covid-19. Au moins ils assument. Donc il mérite le soutien. Enfin, c'est quand même un professeur qui a quand même osé dire les choses depuis le début, qui a fait des tests quand personne n'en faisait. À l'époque, Karine Lacombe était horrifiée, je la cite, par les files d'attente qu'elle voyait devant l'IHU de Marseille. Ce qui est devenu ensuite la politique officielle du gouvernement, qui a toujours dit la médecine, c'est le serment d'Hippocrate, c'est soigner, c'est traiter les malades. Qui a refusé effectivement d'être dans cette dérive vaccinolâtre, considéré, il n'est pas anti-vax du tout, mais a considéré que le vaccin allait tout régler, etc. Qui a parlé des variants à un moment où tout le monde disait que ça n'existait pas. Vous aviez Del Frécy qui disait devant le Sénat, non, les variants ça n'existe pas, Véran qui disait il n'y en a pas, Karine Lacombe, etc. Lui il en parlait. Donc il le mérite. Voilà, c'est tout. Et quand vous visitez l'IHU comme je l'ai fait, vous voyez à quel point c'est une équipe professionnelle qui s'occupe des malades et qui ne mérite pas l'opprobre qui est jeté sur eux, comme c'est le cas depuis 18 mois. Et puis à travers lui, j'ai envie de soutenir tous les médecins qui traitent avec courage les malades et qui sont traînés aujourd'hui devant le Conseil de l'Ordre, qui sont maltraités par leur ministre. Et je veux les soutenir aussi. Ça vous a surpris que le professeur Raoult finalement on vienne à soutenir l'obligation vaccinale pour les personnels soignants ou... Alors ce tweet m'avait surpris. Alors honnêtement, je vais pas faire le... Il n'a pas vraiment parlé d'obligation vaccinale. Il avait dit vaccination systématique, ce qui donnait le sentiment que c'était plutôt malgré tout un choix personnel en les encourageant fortement à le faire. Bon, donc après je sais pas, il n'est pas revenu sur ça, donc je ne sais pas s'il parlait d'obligation, s'il entendait obligation ou pas. Je suis pas certain. J'étais un peu surpris, je vous l'avoue. Après, moi, j'avais fait une vidéo là-dessus pour un peu expliquer. Ça n'annule rien au reste. 2, il a le droit d'avoir cette opinion-là et on a le droit d'avoir des désaccords aussi. C'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on va détester tout le reste. Et 3, on ne sait pas on ne sait pas à quel rapport de force interne il est confronté, à quelle stratégie de négociation il est obligé parfois de temps en temps de s'adonner. On ne sait pas ça. Et donc, ça nous dépasse. Et donc, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, c'est son analyse, et je vois quand même qu'elle est très constante, très cohérente et manifestement très efficace. Passons peut-être à ce deuxième sujet, à cette présidentielle qui se profile, qui s'annonce. Où en êtes-vous de vos parrainages ? On imagine mal que, compte tenu de l'activité que vous et le temps que vous passez à défendre la liberté, à vous battre contre le pass sanitaire, on se demande quand est-ce que vous avez le temps de faire de la politique autrement que dans ces manifestations. Et donc on s'interroge en bon droit de la manière dont vous comptez finalement pouvoir aller jusqu'au bout de cette candidature présidentielle que vous avez annoncée il y a quelques temps. Non mais c'est vrai, il va falloir que effectivement j'aide l'équipe. Alors on a une équipe pour les parrainages vraiment très structurée qui fait le boulot. De toute façon, c'est pas le candidat qui va chercher ses 500 parrainages, ça se passe pas comme ça, mais c'est vrai que c'est bien aussi quand le candidat est là. Il faut que je trouve le temps. Honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais l'équipe avance très bien. En fait, on a si vous voulez, on a une chance, c'est qu'on a énormément de monde. Nous, on a énormément d'adhérents et ça ne cesse de croître. On a dépassé les 30 000 à jour. Et ce que je vous dis là, c'est des chiffres réels. Donc si vous voulez, d'ailleurs on n'aurait pas autant de monde dans les manifs si on n'avait pas autant d'adhérents d'abord, même si beaucoup ne sont pas adhérents, mais enfin quand même, c'est une force d'entraînement. Et donc on a du monde sur le terrain, plein de volontaires organisés, on a organisé les choses, on a un responsable national pour les parrainages, et en plus ils sont super motivés. Vous voyez, ceux qui sont venus aux Patriotes, ils ne sont pas venus aux Patriotes pour trouver des mandats, C'était pas, ça viendra peut-être demain, mais enfin pour l'instant, c'était pas le sujet. C'était pas la promesse initiale. Ah, c'était pas la promesse initiale, et j'aurais eu du mal à la tenir. Ils sont venus donc par conviction. Bah oui, au moment où vous avez donc une grande cause à mener, bah c'est précieux, parce que vous avez donc des gens hyper motivés. Donc ce nombre plus cette motivation fait que c'est une entreprise compliquée, surtout quand vous n'avez pas encore été candidat, vous n'avez pas, bénéficiez pas de signatures que vous avez déjà eues, mais je pense qu'on va relever le défi, qu'on va y arriver. Comment vous expliquez ce paradoxe que les sondages invariablement, semaine après semaine, mentionnent ? C'est-à-dire que d'un côté, on a la quasi-certitude aujourd'hui, si on s'en tient à la photographie des sondages, qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouveraient au second tour, et en même temps, de manière tout aussi invariable, on a une sorte de rejet en bloc des Français à l'idée de ce match retour de la présidentielle de 2017. Moi, je pense qu'on ne l'aura pas, tout simplement.
Je le pense depuis longtemps. Je pense qu'on n'aura pas Marine Le Pen, Macron au second tour. Ce ne sera pas ça le second tour. Je ne sais pas ce que ce sera, hein, si vous me demandez. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je pense que ce ne sera pas ça. Ce sondage qui est à côté de l'intention de vote, qui à mon avis vaut pas grand-chose. On a vu les intentions de vote au régional, c'était la Bérésina. Hein. Jamais les instituts de sondage se sont plantés à un point pareil. Mais par contre, on a effectivement à côté un indicateur d'opinion extrêmement stable qui dit 80% des Français ne veulent pas de ce second tour. Ce qui est massif. Et puis sur le terrain, moi je suis désolé, particulièrement Marine Le Pen aujourd'hui, je ne la vois pas au second tour. Qu'est-ce qui vous fait dire que Marine Le Pen aujourd'hui est en perte de vitesse ? Bah déjà, les faits, les élections, elle est objectivement en perte de vitesse, puisque... Elle n'avait pas de présidence de région, elle n'a pas d'avantage... Oui, mais on peut comparer les scores entre régional 2015, j'y étais encore, et régional là, 2021, c'est un effondrement. C'est pas une baisse, c'est un effondrement. Et qu'est-ce qui explique cet effondrement ? C'est quasiment 10 points au niveau national en moins. Donc c'est vraiment énorme. Et puis au municipal, c'était déjà le cas en fait. Ça avait été masqué par le confinement, voilà, parce qu'on rentrait dans le premier confinement, on n'a pas beaucoup parlé des municipales, mais en fait c'était déjà catastrophique. Et je vais même vous dire, dès les européennes, moi j'avais vu en 2019, alors ils sont arrivés en tête, ça a tout masqué, ouais, mais ils ont fait 2 points de moins qu'en 2014. Dans un contexte où, en 2014, on avait LR qui faisait 20%, là LR a fait 8%. Et puis Macron, quand même, il les aide tellement. Macron fait la publicité du RN en permanence. Et c'est impressionnant. C'est quoi, ils font système aujourd'hui, vous diriez ? Ah ben oui, bien sûr, ils font système, ils font duo. C'est pas un duel, c'est un duo. Deux journalistes du Figaro viennent d'écrire un livre pour expliquer qu'il y avait, je ne sais plus le terme, mais une sorte de tango. C'est évident. C'est évident. C'est absolument criant. Et donc vous ne croyez et nous, pas du temps de Hollande et Valls Premier ministre, je peux vous dire qu'on n'avait pas ça. Hein. Pas du tout. Hein. C'était la guerre totale. Hein. Donc, si vous voulez, c'était quand même plus facile dans ces conditions, et pourtant, ils ont fait moins. Donc, en fait, ils sont en perte de vitesse. Le nombre d'adhérents a été divisé par 3 ou par 4 en quelques années, donc c'est évident. Mais il y a surtout, il n'y a plus d'envie. Mais il n'y a plus d'envie, ça se sent, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus de ressort, ça ne pétille plus, il n'y a plus rien. C'est éteint. En fait, il reste un peu de lumière d'une étoile qui est déjà morte, en fait. Mais la lumière, vous savez, elle met un certain temps à arriver. Donc, vous avez l'illusion qu'il y a encore l'étoile, mais en fait, elle est déjà morte. Donc moi je pense qu'ils ne seront pas au second tour. Ils ont renoncé à tout en fait. Vous savez, il y a une explication, tout. Les choses, il ne faut pas croire que quand on change radicalement son programme du jour au lendemain, ça n'aura pas d'impact. Les gens ne sont pas idiots. Moi quand je suis parti en septembre 2017, je leur ai dit, mais vous savez, en abandonnant le combat pour la souveraineté nationale, à un moment les gens vont se rendre compte que ça ne marche pas votre affaire. Y compris sur votre cœur de programme, c'est-à-dire sur l'immigration. Vous ne pouvez pas dire on arrête de la sortie de l'Union européenne et maintenant en plus de Schengen et de la CEDH sans que les gens à un moment se disent mais comment elle va faire sur l'immigration ? Bah si, les gens ils sont intelligents, ils réfléchissent et ils finissent par comprendre qu'il y a entourloupe. En tout cas qu'il y a une manière de penser qui n'est pas ce qu'on attend. C'est-à-dire que les gens voient que c'est une manière de penser sondagière. C'est de la tactique, on s'adapte, etc. Et c'est pas ce qu'on attend d'un parti d'opposition différent des autres. On attend quand même une espèce de solidité des convictions. Vous voyez, qu'on assume, qu'on avance, même si c'est dur, même si on se prend des coups, on assume. Et je pense que quand on fait ça, c'est beaucoup plus récompensé que de faire comme tous les autres, changer de programme tous les 3 mois parce que les sondages changent, etc. Ça, c'est pas bien. Et surtout quand vous n'aviez pas cette image-là à la base. Je pense que ça, vous le payez très cher. Et puis sur le Covid, ils sont tellement absents, tellement soumis, qu'ils ne peuvent que le payer aussi. Je crois que vous avez même dit qu'à l'occasion du débat sur le pass sanitaire, ils étaient en vacances. Ouais. Ils ont fait la démonstration finalement de leur absence du débat. Cet été, à un moment, ils n'étaient pas en vacances, à un moment, ils étaient en vacances, et on n'a pas vu la différence. Donc j'ai dit qu'ils sont en vacances ou pas, finalement, on ne voit pas la différence. Mais après, on va dire, ah là, Philippot, il est obsédé par... Bon, d'abord, je réponds à votre question. Après, je vous dis, j'en parle... là, ça va faire fin septembre, dans quelques semaines, ça fera 4 ans que je suis parti. J'en parle avec une sérénité totale. En fait, je m'en fiche. J'ai encore aussi un peu de compassion pour les militants qui y croient encore là-bas, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais sinon, honnêtement, je m'en fiche, c'est plus mon affaire. Moi, j'avais prévenu, il s'est passé à peu près ce que j'avais dit. Ce qui m'intéresse, c'est la France. C'est le sort quand même dramatique du peuple français aujourd'hui, et c'est qu'on trouve une solution, y compris avec des gens qui sont chez eux. J'ai aucune haine, aucun sectarisme. Il y en a plein qui viennent dans les manifs. Il y en a plein qui viennent de tous les partis d'ailleurs. Et ils sont aussi les bienvenus. Mais ce qui va se passer pour le RN m'intéresse plus beaucoup. Il se passe juste ce qui se devait se passer. Et je peux vous dire,
Alors, peut-être qu'on me ressortira cette vidéo en me disant vous êtes planté, mais je pense qu'ils ne seront pas au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que le RN, en renonçant à la sortie de l'euro, en abandonnant le Frexit, en abandonnant, vous le disiez, la remise en cause de Schengen et tout ça, est-ce qu'ils sont encore un parti souverainiste comme vous avez pu le connaître? Bah non. Bah non. A contrario, vous êtes plusieurs candidats souverainistes. Est-ce qu'il faut, dans votre camp souverainiste, organiser peut-être une primaire des souverainistes pour peser davantage? Ça aurait été pas mal, mais elle n'aura pas lieu. On va pas se faire croire. Qu'est-ce qui fait que cette... Moi, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui l'avait proposé, le premier, il y a longtemps. Il y a 1 an et demi. Je crois que j'étais le seul à lui avoir répondu, d'ailleurs publiquement, en disant « Ok, moi je suis partant ». Et puis ensuite, tout le monde a déclaré sa candidature, et je ne suis pas du tout le premier à avoir déclaré ma candidature. Donc il n'y aura pas de primaire, on le sait. Par contre, ce qu'on peut faire, moi, je leur propose à tous ça, je milite pour que tous les candidats, on va dire, de la sphère souverainiste au sens large, on se voit toutes les semaines, on se connaît tous, hein. Zemmour, Dupont-Aignan, Poisson, moi-même, Asselineau, on se voit toutes les semaines, même qu'on discute un peu, même on prend un café, c'est tout. Et on ne se tire pas dans les pattes. Surtout pas. On essaie même, dans la mesure du possible, d'avoir une stratégie commune et on tire dans la même direction. Au pouvoir, c'est Macron qui est au pouvoir. Et c'est personne d'autre. C'est Macron et son oligarchie. Et on fait une campagne donc intelligente. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire, à mon avis. Vous avez évoqué, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Vous avez évoqué Éric Zemmour. Ces échanges ont déjà lieu alors même qu'il n'est pas officiellement candidat? Bah moi, si vous voulez, Éric Zemmour, je le connais depuis pas mal de temps. Je suis pas un intime d'Éric Zemmour, mais enfin, on se connaît quand même. On se voit de temps en temps, on déjeune, etc. On déjeunait du temps où moi je pouvais aller dans les restaurants. Maintenant, je suis le lépreux interdit de tout ça, mais volontiers. Je ne sais pas s'il sera candidat, apparemment. Hein. Moi, il m'a pas fait de confidence particulière, donc je l'ai mis dans le lot parce qu'il est tellement dit qu'il sera candidat que j'estime déjà qu'il est candidat. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous distingue radicalement? C'est l'importance que vous attachez au souverainisme et lui peut-être à l'identitarisme. Vous, on a l'impression que c'est moins votre sujet que celui de... Je ne suis pas totalement d'accord avec Éric Zemmour, on le sait tous les deux. Après, moi, je pense, si vous voulez, je suis très attaché à l'identité nationale. Je suis très attaché à ce qu'est la France. Je pense que c'est un pays multimillénaire, c'est un pays très ancien, qui a une très grande culture, contrairement à ce que disait Macron, que l'immigration massive est absolument une catastrophe. Voilà, donc si vous voulez, je ne vous surprends pas en disant ça, mais je pense de toute façon, qu'aujourd'hui on a un combat urgentissime dans notre pays, qui n'est pas totalement celui-là. C'est un combat important, mais aujourd'hui d'abord, redevenons des personnes libres. D'abord et avant tout. Hein, ayons le droit d'aller prendre un café en terrasse, de prendre un train et de ne pas perdre son boulot si on n'a pas 3 injections par an dans le bras. Premièrement. Donc ça, je pense que tant qu'on ne s'est pas débarrassé de cette folie, on ne pourra rien faire de bon à côté. Et puis de toute façon, je pense que cette question migratoire, comme tous les autres sujets, industriels, tout le reste, ne pourra être réglée que si on a un pays souverain. Et ça, c'est un point de désaccord que j'ai avec Éric Zemmour. On a déjà eu le débat, hein, en privé comme en public. On l'a souvent, à chaque fois qu'on se voit. Sans vous arriviez à faire avancer vos positions, quoi. Non, mais moi, c'est totalement illusoire pour moi de croire qu'on pourra résoudre et maîtriser quoi que ce soit si on n'a pas les instruments de la souveraineté pleine et entière. Voilà. C'est-à-dire quitter la CEDH, quitter Schengen, quitter l'Union européenne, qui aujourd'hui détermine à peu près 80% de notre politique d'immigration. Je vais prendre l'exemple des Afghans. Moi, je suis pour qu'on fasse venir en France uniquement les Afghans qui ont vraiment aidé. Oui, c'est la moindre des choses. C'est l'humanité qui le demande. Et ça, ils sont les bienvenus en France. Par contre, les autres, non. Or, aujourd'hui, d'autres sont déjà arrivés, on le sait, et arriveront demain. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Afghan expulsable. Pas un, même taliban. Il n'y a pas un juge de la CEDH ou de l'Union européenne qui acceptera, et donc juge français qui devance la jurisprudence, qui acceptera qu'on renvoie en Afghanistan le moindre Afghan, vu le changement de régime qui a eu lieu à Kaboul. Donc c'est fini. Donc tant qu'on ne s'est pas libéré de cette pression-là, on ne pourra de toute façon rien faire. Enfin, c'est pareil dans tous les domaines, hein, l'économie, l'industrie, les services publics, l'agriculture, tout. Tout.
parmi les candidats souverainistes que vous avez évoqués, vous en avez oublié un peut-être, à moins que vous ne le considériez pas comme souverainiste, c'est Arnaud Montebourg qui s'est déclaré candidat il y a quelques jours. Pourquoi vous ne le considérez pas comme... Non, je l'ai oublié parce qu'il est trop récent. Il est trop récent. Est-ce que c'est pas le simple fait qu'il soit trop modéré dans son approche souverainiste lorsqu'il se contente de déclarer qu'il voudrait récupérer un peu de notre souveraineté? Ouais, une partie de la souveraineté, ouais. Donc c'est celui-là, il y avait De Gaulle, c'était la France libre. Lui, c'est la France libre. En partie libre. Ouais. Mais pas terrible. Le peuple en partie souverain. Vous pourriez discuter avec lui, échanger, c'est souhaitable. Mais je dois avoir dans mon téléphone des textos sans réponse. Je lui ai déjà écrit dans les mois passés. Vous savez, il y a beaucoup de gens à qui j'ai écrit, il y en a qui répondent, il y en a qui viennent aux manifs. C'était pas pour la manif d'ailleurs, parce que je pense que sur le Covid, on l'a pas beaucoup entendu. Mais je sais plus pourquoi, pour qu'on se parle entre souverainistes. Si, sûrement parce qu'à l'époque, il y a un an, j'ai proposé qu'on crée une maison commune des souverainistes, une association entre nous avec une charte. Et je pense que je lui avais proposé. Il m'a jamais répondu. Donc celui-là, moi, je suis très ouvert dans la discussion. Mais malheureusement, trop souvent en face, il y a beaucoup plus de sectarisme que je n'en ai moi. Quand vous dites en face, c'est à gauche? Non, pas que. Pas que. Non. Vous expliquez que le combat prioritaire, c'est ce combat pour retrouver notre liberté. Et donc, on comprend contre le pass sanitaire. C'est le combat urgent, je dirais. Voilà. Mais est-ce que la période, et notamment tant que la crise que l'on connaît subsiste, est-ce que tous les autres sujets ne sont pas empêchés? On l'a vu finalement, vous avez évoqué les différents scrutins qu'on a connus depuis l'irruption de cette crise, les municipales et puis les régionales. Finalement, il n'y a pas vraiment eu de campagne. Donc, est-ce que c'est pas le grand risque de cette présidentielle, c'est qu'on soit un petit peu empêché de débattre d'autre chose que de... Je crois que vous avez fait un petit voyage dans la tête d'Emmanuel Macron. C'est évidemment son objectif. Il souhaite évidemment qu'il n'y ait pas de campagne. Il va vous mettre sous passe sanitaire. Vous avez vu, ils ont même annoncé, c'est quand même incroyable, l'épidémie est en baisse, ils vous annoncent, on va sûrement prolonger après le 15 novembre. Mais comment on peut même dire ça? Pourtant, il l'a annoncé, il y a 2-3 jours là. Et puis on verra, il faut une loi. On verra tout ce qu'on a là, à l'Assemblée nationale, tous les toutous qui voteront pour la prolongation. Vous verrez qu'ils voteront tous. En fait, la question essentielle... Donc, si vous voulez, après, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il peut remettre un état d'urgence, il peut remettre un confinement, il peut prolonger, et puis il peut vous dire, attendez, pour voter, finalement, il faut un pass sanitaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vote par correspondance. Vous craignez ce vote par correspondance? Ah, énormément. On en a vu les effets aux États-Unis. Alors, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire ça, il paraît que c'était nickel, il y avait zéro fraude. Fake news. Donc, on ne va pas aller trop loin sur le terrain, vous serez censuré de YouTube. Mais moi, je ne crois pas une seule seconde à l'histoire que tout a été parfait dans ce scrutin. Et de toute façon, si la France avait supprimé le vote par correspondance en 1975, je le rappelle, c'était précisément pour cause de fraude. Et je crois que c'est les Pays-Bas qui l'ont supprimé aussi il y a quelques années pour cause de fraude. Donc il faut arrêter le délire aussi. Pourquoi là, ils en parlent un peu moins maintenant, mais ça reviendra, vous verrez. Pourquoi il y a quelques mois, on a eu une myriade de propositions de loi de députés et sénateurs socialistes, macronistes, modem, etc. Il y a même eu un moment un projet de loi du gouvernement, un amendement plutôt de Castex, présenté par le gouvernement, pour introduire ça. Quelle était l'urgence de faire ça? Pourquoi ils veulent faire ça? Pour raisons sanitaires? Parce qu'on se contamine dans les bureaux de vote? Non mais on nous prend pour des... Il faut arrêter. Voilà. Donc si vous voulez, Macron fera tout pour qu'il y ait le moins de campagne possible, le moins de débats possible, et c'est pour ça qu'il faut se débarrasser. Mais tant que l'opinion, comme on disait tout à l'heure, est suiviste sur le sujet, on ne peut rien faire. On ne pourra rien faire. Ils seront tous hypnotisés. Donc il faut déshypnotiser les gens. Voilà. Il faut les déshypnotiser. Il faut les sortir de cet état d'obéissance, de soumission, de moutonisation par rapport au Covid, parce que sinon Macron fera toujours ce qu'il veut, il fera passer ce qu'il veut, il fera son second mandat comme il veut. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on doit absolument se mobiliser sur cette affaire. Mais c'est encore l'un des paradoxes un peu de l'opinion française. Je ne sais pas si vous avez lu avec attention le sondage réalisé par Harris pour Challenge auprès de 10 000 Français,
où une majorité d'entre eux, j'ai plus exactement les chiffres, mais une ultra-majorité pointe la responsabilité des politiques dans le déclin français. Et en même temps, ce sont les mêmes qui s'apprêtent demain probablement à réélire Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette défiance. Alors il parle d'inquiétude et de colère des Français dans l'ordre des... Ouais. Mais je ne sais pas quelle est votre lecture. Je ne sais pas si vous avez lu ce dossier. Je crois pas l'avoir vu, mais je suis pas surpris par ce que vous me dites. Ouais. Écoutez, au bout d'un moment, on a quand même aussi les responsables qu'on mérite, entre guillemets, et qu'on choisit. Hein. Enfin, il faut quand même qu'aussi chacun se prenne un peu en main, quoi. Il faut pas être dans la démagogie en disant « Ah là là, on a un magnifique peuple qui élit des lions qui élisent des ânes. » Ah non. Ouais. C'est qu'à un moment, il faut que les gens, je sais pas, aient un peu d'intuition. Enfin, vous savez, moi, quand j'ai vu débarquer Macron comme candidat en 2015-2016, le problème, c'est pas tant qu'il y a eu un Macron qui a été complètement vendu, il nous a fait je sais plus combien de centaines de unes, Paris Match, Le Point, etc. en quelques années, il passait tous les jours 3 heures sur BFM, il y avait beaucoup d'argent manifestement derrière lui, que ça existe, faut pas être naïf, malheureusement c'est le cas. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que ça ait marché. Parce qu'on nous l'a vraiment vendu comme on vend un paquet de lessive par publicité commerciale à la télé. Et ça a marché. Alors, je sais pas, les gens, les Français, il faut qu'ils retrouvent un peu juste d'intuition. Un peu d'intuition, un peu de confiance en eux, dans leur intuition. Et est-ce que ce type nous semble vraiment bosser pour la France et le bien commun ? Est-ce que c'est ce qu'on sent, ce qu'on respire quand on l'entend parler ? Est-ce que le fait que pendant toute la campagne présidentielle, il ait refusé d'entrer dans son programme, il n'a jamais parlé de son programme ? Il a été dans des slogans creux, des emphases. Est-ce que le fait qu'ensuite, quand les journalistes reprennent le plateau sur quasiment toutes les chaînes, il n'ait que des compliments extraordinaires, des louanges à faire, est-ce que c'est pas louche ? Est-ce que ça ne doit pas vous interroger et éveiller ici une petite lumière rouge qui vous dit attention, 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 attention ? Si. Mais le problème, c'est que quand vous avez un peuple qui est complètement dépolitisé, ce qui est quand même le cas assez majoritairement aujourd'hui en France, à coup de 30, 40 ans d'abrutissement par des programmes télé débiles, d'affaiblissement de la place du vrai débat politique à la télévision, d'effondrement du niveau général des débats politiques, eh bien, ça passe plus facilement. Vous voyez ? Donc c'est tout un travail, bien sûr qu'il y a une responsabilité politique, mais il y a aussi une responsabilité du peuple français qui ne doit pas se laisser faire, qui doit se faire confiance, qui doit faire confiance à son intuition, et qui doit, si vraiment il a envie que ça change, il faut qu'il s'en donne les moyens. Et tout le monde a le cerveau pour comprendre, tout le monde a les yeux pour voir, tout le monde a les oreilles pour entendre, tout le monde. Voilà. Si vous deviez résumer... Il faut un peu secouer les gens, mais je veux dire les secouer, mais vous voyez ce que je dis là, moi je veux pas culpabiliser les gens parce qu'on vit dans une société comme ça. Mais malgré tout, on reste des êtres humains autonomes, des citoyens autonomes. Donc on peut aussi quand même se prendre en main. C'est pour ça qu'il faut quand même se secouer et en même temps, il faut faire marcher son esprit critique. Si vous deviez résumer le presque quinquennat, en tout cas le quinquennat finissant d'Emmanuel Macron, en quelques mots et pour conclure, comment vous le définiriez ? C'est une épouvante. C'est le quinquennat, c'est un quinquennat d'abord de la honte. On a touché à on a brutalisé les Français. On a cherché à la diviser pendant tout le quinquennat. Tout le quinquennat, ça a été, pendant les Gilets jaunes, maintenant avec le Covid et le pass sanitaire, ça a été un travail de sape pour essayer de monter les Français les uns contre les autres, systématiquement. Ça a toujours été la clé. Il y a toujours eu des boucs émissaires à l'intérieur du peuple français, agités par le gouvernement. Donc ils font exactement l'inverse de ce qu'ils doivent faire. Ils sont là normalement pour créer de l'unité, surtout dans une période qui est déjà compliquée. Ils ont mis systématiquement de l'huile sur le feu. Systématiquement. Donc ça, c'est absolument... c'est un cynisme, on en revient au cynisme. Un machiavélisme et d'un cynisme épouvantable. Et puis, tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat, il a déroulé le programme mondialiste, c'est tout. Il n'a rien fait d'autre. Il a déroulé le programme mondialiste et il finira par ce qu'il va faire sur l'assurance chômage, etc. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait déjà pressentir avant même son élection. Il a été mis là pour ça, il fait ça, il le fait. Il a déroulé le programme mondialiste, dites-vous, et en même temps, on a l'impression que la
la crise sanitaire a été le révélateur d'un certain nombre d'insuffisances, et vous avez pu l'évoquer, la désindustrialisation de la France, et également a mis un peu fin au rêve de la Startup Nation, non? Ouais, si tant est que ce rêve... Est-ce que ce rêve a été partagé vraiment, vous voyez? Non, mais est-ce que ça a été autre chose qu'un slogan macroniste dans un meeting? Est-ce que vraiment, dans les profondeurs du peuple français, on a parlé de Startup Nation, on a même compris ce que ça voulait dire? Non, je pense que ce Covid a révélé les choses, certes, il y a un côté positif, il y aurait pu y avoir un côté positif sur la désindustrialisation de la France, l'affaiblissement de son service public hospitalier, sur l'affaiblissement de la recherche française, par exemple. Et puis même au début, sur le fait qu'on n'était plus capable de contrôler nos frontières. Bon, très bien, mais est-ce que ces problèmes-là, fondamentalement, sont pris à bras-le-corps? Absolument pas. C'est ceux-là qui devraient être pris à bras-le-corps. Ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui a été fait pour réindustrialiser la France? Et qu'est-ce qu'il est prévu d'être fait? Rien. Absolument rien. On n'en parle d'ailleurs même plus, vous remarquerez. Je ne sais pas ce qui est devenu le fonds de relocalisation, etc. Je ne sais pas ce que ça donne. Rien. Le service public hospitalier continue d'être sapé. Et voilà, donc si vous voulez... non, moi je pense que ça a permis à Macron d'exacerber un espèce d'autoritarisme malsain qui était en lui déjà profondément. On sent que c'est un bonhomme qui a un problème presque psy. Ça se sent, ça se voit. Dès le début du mandat, moi j'ai trouvé qu'il y avait des scènes curieuses avec Macron. Je me souviens d'une scène qu'il avait mise où il avait rabroué, un gamin l'avait interpellé, je crois 14 ans, dans la rue. Il l'avait rabroué, ce qui est facile à faire. Surtout quand, déjà, on est adulte, il est gamin. On est président de la République, il est simple citoyen. Donc c'est facile de le rabrouer. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que Macron avait découpé cette petite scène et l'avait mise sur son compte Twitter de président de la République. Comme s'il en était fier. Et je me suis dit, mais c'est très bizarre. Comme s'il avait une revanche à prendre sur un gamin de 14 ans. Est-ce que lui-même a dépassé ce stade-là? Vous voyez ce que je veux dire en termes psychologiques? Et là, avec cette crise, il a pu montrer qu'il était le petit chef qui impose un pass sanitaire alors qu'il avait dit étendu, alors qu'il avait promis l'inverse 3 mois avant, qui décide de reconfiner les Français, de les astreindre à domicile, qui décide de nous mettre en couvre-feu, qui décide à quel moment on pourra avoir le masque ou pas avoir le masque, à quel moment on pourra sortir de chez nous ou pas, à quel moment telle ou telle profession aura le droit de travailler ou pas. L'instinct du petit chef, qui ne travaille pas pour son pays là. Qu'est-ce que ça apporte à la France de faire tout ça? Rien, c'est complètement irrationnel et c'est destructeur. Mais il en jouit, si vous voulez. Et c'est surtout ça que ça a permis. Ça a permis à Macron de jouir d'une espèce de toute petite puissance tyrannique qui montre que définitivement, ce bonhomme n'est pas à la hauteur de la fonction. C'est un petit chef. Ça n'est pas un chef d'État. Écoutez, sur ces mots, on va mettre fin à cet échange. Un grand merci, Florian Philippot. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président des Patriotes et qu'on peut vous suivre aussi sur YouTube, où vous avez votre propre chaîne, avec plus de 253 000 abonnés qui vous suivent désormais. Un grand merci. Merci à vous, merci beaucoup.